Voilà. Merci Jean, ça fait, c'est vrai, très plaisir d'être ici, un endroit où en fait nous avons, non, t'étais pas encore né, nous avons grandi, moi et ma sœur et moi. Mon père était professeur ici, je me rappelle allant à l'école, traversant le champ pour aller à Saint-Légier, et ça fait plaisir d'être ici avec Jean, toi mon frère, que j'admire beaucoup. Voilà. Un petit résumé de ce dont on va parler. C'est aussi, je crois, intéressant d'avoir à la fin un temps de questions et de réponses. C'est toujours intéressant. Et s'il vous plaît, soyez provocateurs et posez-moi toutes les questions que vous voulez, sans aucune limite. Tout d'abord, je vais commencer, donc vous le voyez ici, qui suis-je? Je crois que c'est intéressant un petit peu parce que beaucoup de gens me posent des questions du genre, mais qui ont l'air très surpris. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as une crise de la cinquantaine, etc. Et vous verrez, je crois que c'est important de préciser qui suis-je moins, parce que quand beaucoup de gens se présentent, souvent c'est moins qui suis-je que qu'ai-je fait. Et je crois que le qu'ai-je fait est peut-être moins intéressant d'abord que qui suis-je vraiment. Ensuite, quelques mots sur gérer Nestlé en Chine, donc ce sera un petit peu plus le domaine des affaires. Mais je crois que c'est aussi important d'un peu de comprendre qu'est-ce que c'est que gérer une grande société dans un pays comme la Chine, qui, je crois, sera aussi un bon fil conducteur pour comprendre ce qu'on fait sur un bateau. Qui est ensuite Mercy Ship, donc spécifiquement l'organisation. Pourquoi ai-je décidé de changer? Qu'est-ce qui m'a pris, en effet? Qu'est-ce que ça veut dire diriger un grand bateau hôpital comme ceci? Vous le verrez de l'intérieur. Les leçons apprises, en tout cas pour ce qui me concerne. Quelles sont les différences de gérer une grande multinationale et une ONG? Et vous verrez que ce n'est pas si différent que ça, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et finalement, des recommandations, du moins de ma part. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai grandi dans une famille de pasteurs. Il y a eu beaucoup de pasteurs dans toutes les générations. Donc, vraiment élevé avec de fortes valeurs chrétiennes. Les deux personnes qui expliquent en partie qui je suis, et j'en suis fier, mes parents, mon père, qui, si j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit, ce qu'il m'a appris avant tout, à part les valeurs, justement ces valeurs chrétiennes, je dirais la patience et le goût de l'aventure, que ça a été, du moins dans sa jeunesse, un très grand aventurier, et ma mère avec le côté français, sévenol, combatif, mais aussi le don de l'écoute. Une autre personne qui a beaucoup m'influencé dans qui je suis. C'est un monsieur qui a vécu il y a 500 ans, il s'appelle Jean Calvin. Et pourquoi je mets Calvin? C'est pour moi par rapport au rôle de l'économie, hein, le rôle de l'économie dans la vie. Et je crois que Calvin, qui par certains aspects a été, je crois, sous-estimé durant ces derniers siècles, à part le fait qu'il a probablement été un des plus grands cerveaux qui ait jamais existé dans l'humanité, a révolutionné ce que c'est que l'économie. Il a une de ces phrases que certains connaissent, qui est « Aucun domaine de la création n'échappe à son, grand majuscule, attention ». Donc oui, l'économie, c'est aussi un domaine dans lequel les hommes, les chrétiens, doivent être actifs. J'ai toujours aimé l'aventure, j'ai toujours aimé les voyages, mais surtout l'Afrique. Et certains, quand vous voyez mon résumé, mon CV, les gens pensent surtout à l'Asie, mais en fait, mon vrai amour, mon vrai premier amour, ma vraie passion, et ce n'est pas là où j'ai beaucoup travaillé, mais ça a été l'Afrique. Et c'est l'Afrique, c'est là en partie où j'ai grandi aussi, comme mon père était missionnaire là-bas, et comme par hasard, j'ai épousé quelqu'un de Madagascar, je crois qui aussi n'est pas par hasard. Voilà, c'est ma petite famille sur le bateau, mon épouse Carole et nos 4 filles, Marianne, Joanne et les jumelles Grace et Rebecca. Et une des choses qui me définit, c'est que je crois profondément dans le rôle social de l'entreprise et ses responsabilités. Hein. Donc quand vous êtes patron, quand vous êtes cadre supérieur, le rôle social, ne pas confondre avec un mouvement politique, mais qui est vraiment la responsabilité, c'est un mot que vous m'entendrez souvent parler, mentionner, la responsabilité quand vous êtes patron. Ce qui me définit aussi, c'est que je suis un industriel, et là je ne critique en aucun cas les banques, les services financiers ou les autres services, mais personnellement,
je suis un industriel. J'aime les matières premières, à transformer, à ajouter de la valeur et en avoir un produit fini. Concernant la Chine, alors là, un petit intermède un petit peu plus commercial, mais je crois que ça vous aidera peut-être à mieux comprendre ce qu'on a essayé de faire après dans Mercy Ships. Quand vous arrivez dans un pays et que vous êtes responsable d'une société, petite ou moyenne, ou grande, ce qui est important, c'est de comprendre le pays où vous êtes. D'ailleurs, je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Pas mal des dias, enfin plusieurs des dias sont en anglais parce que j'ai copié de certaines vieilles présentations et je ne pouvais pas changer le texte. Donc, quand vous arrivez dans un pays, l'important c'est de comprendre qu'est-ce qui est spécifique à ce pays. Et la Chine, c'est vraiment l'exemple, l'archi-exemple où beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. La première faute que les gens font, c'est il y a une Chine. Il y a autant une Chine qu'il y a une Europe. Hein. Le nord de la Chine, au nord de la Chine, je suis, pour ceux qui ne savent pas, au nord de la Chine, je fais 1m78, je suis quelqu'un de petit. Les Chinois dans le nord de la Chine sont très grands. Les gens de la Chine sont tout petits. Okay, c'est une question d'alimentation, etc. Suite à des milliers d'années d'avoir mangé que du riz ou d'avoir mangé que du blé, etc. Ça donne des gens de tailles différentes. Et là, vous voyez aussi différentes provinces. Hein, c'est l'équivalent du produit national brut de certaines provinces. Donc vous voyez que par exemple la province tout au sud de Guangdong a le produit national brut équivalent à l'Indonésie. Mais vous allez au Tibet, qui est très grand, c'est tout petit comme le pays de Mal. Donc des grandes différences régionales. Et aussi pour comprendre la Chine, c'est comprendre son gouvernement. Hein. Donc quand vous arrivez en Chine et que vous êtes patron d'une société alimentaire, il faut savoir, et vous voyez c'est le côté tolérance zéro, c'est qu'en Chine c'est quand même le seul pays au monde à ma connaissance où des violations du code alimentaire ou une violation de la food safety, comment on dit, la sécurité alimentaire est condamnable par la peine de mort. Okay. Donc, quand vous faites des fautes dans vos usines, ça peut avoir des conséquences quand même assez graves. Là, vous voyez des gens qui avaient fait tout un scandale de lait contaminé, ils ont été condamnés à mort et exécutés. Donc, c'est un petit peu l'environnement dans lequel on travaille. Aussi, au niveau loi, beaucoup de gens ne savent pas, mais disons, le cadre légal chinois dans le cadre de la sécurité alimentaire est en fait beaucoup plus dur que même les lois européennes. Maintenant, beaucoup ne sont pas suivis et implémentés, mais le cadre est très difficile. Aussi, la high awareness, donc je ne sais même plus mon français, conscientisation, t'es bien théologien, toi. Ok. Voilà, disons, contrairement aussi à beaucoup de gens croient, en Chine, tout est contrôlé et tout. Oui et non. L'Internet, par exemple, la pénétration d'Internet, le fait que tout soit connu, tout soit communiqué avec Internet, en Chine, tant que vous ne critiquez pas le gouvernement, tout est extrêmement libre. Tout est extrêmement libre. Donc la puissance d'Internet et des médias sociaux est très importante. Et finalement, les sociétés étrangères n'ont pas de tarifs préférentiels, tout est au même niveau. Mais aussi, quand vous travaillez dans une société alimentaire, hein, à part peut-être Coca-Cola ou McDonald's, Nestlé croyait et croit toujours au fait qu'il n'y a pas de consommateurs globaux, mais qu'il faut comprendre le consommateur. Et une expression que j'utilisais souvent, c'était le néocolonialisme alimentaire. Parce qu'on croit que le café, pour nous, le bon café est un café espresso ou Nespresso, c'est-à-dire petit, noir, serré. Ça, c'est la définition du bon café. Mais excusez-moi, si quelqu'un n'aime pas ce type de café, donc c'est pas juste. Mais vous êtes qui? Vous êtes la police du café? Donc, ce qui était intéressant, c'est développer des produits conformes au goût des gens. Et des gens qui ont peut-être de goûts complètement différents. Ça, c'est une palette des produits qu'on avait en Chine. Et vous voyez au milieu des bouteilles blancs et rouges, c'est le produit qu'on a acheté quand j'étais sur place. On a acheté cette société. Ça, c'est un produit qui fait 1 milliard de francs, juste ce produit-là, et c'est un lait aux cacahuètes.
vous m'avez bien compris, un lait aux cacahuètes, parce que les Chinois ne mettent pas du chocolat ou de la vanille ou de la fraise dans leur lait, mais de la purée ou de la poussière de cacahuètes. Juste à côté, c'est ce qu'on appelle un congee. C'est une sorte comment dire, le matin, porridge. C'est un porridge de riz sucré avec des dattes rouges et des graines de sésame. C'est assez spécial, mais il se trouve qu'1 milliard de gens aiment manger ça pour le petit déjeuner. Donc qui êtes-vous pour imposer vos goûts alimentaires? Donc l'importance d'écouter, de développer et de comprendre quels sont les goûts locaux. Ensuite, c'est quand vous arrivez dans un domaine comme la Chine, c'est important de changer de modèle. Parce qu'une des conséquences, peu de gens le savent, mais une des conséquences pour laquelle, en fait, très peu de sociétés ont vraiment du succès en Chine, c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes à changer. Hein? Ce que je peux comprendre, si vous avez du succès dans votre domaine pendant 100, 200 ans, on est allé en Amérique, on est allé en Asie, on a un petit peu changé, on a un peu saupoudré avec des domaines un petit peu asiatiques, mais en gros, c'est tout. En Chine, non. Êtes-vous prêt à changer de modèle? Pas à adapter, mais carrément à changer. Et ça, très très peu de gens, très peu de sociétés osent le faire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle, ce que j'appelle One Country, un pays, deux systèmes. Hein. C'est pour paraphraser Deng Xiaoping qui, en parlant de Hong Kong, disait un pays, la Chine, et deux systèmes, capitalistes à Hong Kong, socialo-capitalistes en Chine. Et donc on a mis en place, on a gardé le système Nestlé, mais on a acheté des sociétés chinoises et on a signifié, on a fait cette société chinoise en le gardant à la chinoise. Et ça a été un grand débat, je ne vous cacherai pas, à l'interne de Nestlé, de dire mais on les a achetés, donc on doit les rendre comme Nestlé. Et ça a été un grand débat en disant non, si vous en faites des Nestlé, si vous en faites des clones, vous allez tuer leur spécificité, donc garder leur identité. Et on a gardé ce système un peu bicéphale ou hybride qui a eu beaucoup de succès et là toujours. Ça, c'est aussi juste un dia qui résume, c'est peut-être un peu petit, vous êtes loin, les différences entre le style de management, je dirais, occidental et le style chinois. Et je ne vais pas aller dans tous les points, mais vous pouvez voir quelques-uns. Par exemple, communication. Quand les gens, mes collègues et moi allions visiter nos sociétés chinoises sœurs, on nous appelait les managers PowerPoint, les managers présentation, parce qu'on ne pouvait pas parler, et je le prouve ici, sans une présentation. Alors qu'un manager chinois ne fait jamais de présentation, mais il veut vous parler. C'est la personne qui est le centre. Okay? Ou planification. Nous sommes, en tant qu'occidental, obsédés par la planification. Alors c'est très bien, mais un entrepreneur chinois veut décider maintenant, tout de suite. Okay? Ou le rôle du gouvernement. Pour nous, c'est la loi, les managers, les employés et l'État. Pour un Chinois, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord le gouvernement, ensuite les relations humaines, donc, oui, des fois relations humaines et gouvernement, et en dernier la loi. Parce que si on se met d'accord, la loi, on trouvera toujours une solution. Donc, vous voyez les styles complètement différents et qu'il fallait s'adapter. Donc, en résumé, gérer Nestlé en Chine, c'est quoi? C'est gérer des crises, gérer des crises constamment. C'est travailler avec les autorités. Un exemple tout simple, c'est, maintenant je peux en parler, on a fait 3 acquisitions de plusieurs milliards de dollars en Chine. Et une des clés, c'était l'approbation du gouvernement. 6 mois avant qu'on soit là, une grande société américaine que je ne citerai pas a voulu acheter une autre grande société chinoise et le gouvernement l'a rejetée. Et quand on a un petit peu étudié ça, on a appris que le ministre de l'économie avait appris cette offre d'achat par la presse. Donc, de nouveau, ça n'a rien à voir avec la loi, mais il n'était pas respecté, il n'avait pas été informé, même si la loi ne le demandait pas forcément. Donc, c'était l'importance de travailler avec les autorités. Travailler avec le siège.
hein, travailler avec Ici Vevey qui a, oui, qui est un endroit extraordinaire, mais des fois un peu spécial quand même. Gérer les gens, hein, toutes sortes de gens différents, que ce soit des Chinois, avec une vue quand même assez spéciale quand vous êtes entrepreneur et une multinationale. Développer de nouveaux modèles, oser changer ce modèle, et finalement s'adapter à un nouvel environnement. Hein, je dis tout souvent, la raison pour laquelle il n'existe plus sur Terre des dinosaures, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas assez gros, et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas assez forts, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec un aspect chrétien? Comment est-ce que vous pouvez combiner les deux? Tout d'abord, quand on me pose des questions sur comment être un homme d'affaires chrétien ou quelqu'un de chrétien dans une profession, surtout dans ces pays-là, je dis c'est moins d'abord qu'est-ce qu'il faut faire, et je mets entre peut-être guillemets faux, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou pas suivre. Hein. Dans certains de ces pays, dans beaucoup de cas, il y a énormément de problèmes de corruption. Donc pour moi, et de nouveau ce que je vais parler, c'est mon aspect à moi, je ne juge personne, mais pour moi, être chrétien dans un environnement des affaires, c'est évidemment, et en Suisse, ça ne pose pas vraiment de problème, mais ça peut poser des problèmes dans un autre environnement, c'est la corruption. C'est aussi les morts. Hein. À travers différentes personnes, j'avais su par exemple qu'en Chine, une majorité de ma direction avait des maîtresses. Okay, il y a des gens, après signer des contrats, ils vont dans des endroits que personnellement je ne me sentais pas à l'aise d'y aller. Donc comment dire non? Comment dire non, je ne vais pas dans ces endroits, je ne vais pas faire ceci? Et l'exploitation. Hein, pour le profit, vous seriez étonné de savoir ce que des gens peuvent faire, qui ont l'air bien sous tous aspects, mais qui exploitent des gens à leurs dépens. Maintenant, chacun le vit différemment. Hein. Personnellement, il y a des gens aussi qui le vivent de façon beaucoup plus vocale, il y en a qui sont moins vocaux, il y a des gens qui l'affichent en gros dans leur bureau, il y en a qui le vivent tout en privé, chacun le vit très différemment. Personnellement, je pense que le plus important, c'est quelles sont les valeurs fondamentales de cette personne en tant que chrétien, et surtout être crédible. Hein. Plus vous êtes haut dans la société, plus vous avez des responsabilités, plus vous êtes transparent. Et les gens parlent, et les gens vous observent, et les gens vous regardent. Personnellement, je crois à ce que j'appelle un capitalisme responsable. Je crois que le capitalisme est, dans sa théorie du moins, une bonne chose pour le développement des sociétés et de pays, mais d'une façon responsable. Hein. Et quand on parle de développement durable, personnellement, je vois aussi le développement durable, non seulement des matières premières, mais des gens. Et ça, on en parlera un petit peu plus après coup. Plus que 2 slides de Dia qui résument un petit peu, peut-être une question de certains, c'est oui, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez pu influencer, vous, ou vous étiez simplement une paillette qui suivait simplement le courant? Dans le cas de Nestlé, je vous rassure, je ne suis plus payé par Nestlé, mais bon, je trouve que c'est quand même encore une bonne société. Il y a plusieurs choses qu'on faisait en Chine et qui font un petit peu partout, mais que j'ai vraiment dont j'ai poussé le développement beaucoup plus loin que peut-être d'autres personnes l'auraient fait. Un des problèmes que vous voyez en haut, c'est concernant le lait en Chine. En Chine, une organisation que j'admire beaucoup en Suisse, c'est l'école de Zollikofen, qui est une sorte, donc, notre université agricole, si on ose dire. Et en Chine, un des gros problèmes, c'est que les paysans n'ont pas d'école. Donc, ils ne savent pas comment gérer. Et il y a un manque de lait très, très, très important en Chine. Donc, ils importent du lait, ce qui est complètement inutile dans un aussi grand pays qu'on pourrait créer plus de fermes. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas créer. Quand vous avez 10 vaches, et de passer de 10 à 100, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut mécaniser, etc. Donc, on a construit, ils viennent de l'inaugurer une fois que je suis parti. Donc, cet institut, c'est une vraie université, ça a coûté 20 millions de francs, avec des fermes, une ferme de 3000 vaches, de 1000 vaches, de 500 vaches, pour vraiment enseigner les paysans. Et vous le verrez, il y a en général chez Nestlé, mais surtout, franchement, chez moi, un amour du paysan qui, je crois, se traduit justement par ces différentes institutions. La deuxième, c'est le café. Même question. On veut acheter beaucoup de café,
mais le paysan ne sait pas comment croître. Donc comment expliquer, construire des fermes modèles, faire venir des agriculteurs, des agronomes pour enseigner comment croître du bon café, bien sûr, gratuitement. Ensuite, les sociétés chinoises dont je parlais, les cacahuètes, ces sociétés de lait aux cacahuètes, il se trouve, achètent chaque année 100 000 tonnes de cacahuètes. Simplement, ces 100 000 tonnes, ils achètent chez des dealers, chez des grossistes, qui eux-mêmes exploitent les fermiers. Donc on a mis tout en place, c'était pas fini quand je suis parti, mais j'espère qu'ils ont continué, tout un système pour passer derrière un petit peu ces dealers, avoir accès directement aux paysans, acheter les cacahuètes, mais ça va aussi les œufs. Une autre société qu'on a achetée utilisait 1 million d'œufs par jour. Okay, donc comment avoir accès directement aux paysans, lui payer un meilleur prix, parce que moi, ce que vous voulez, c'est acheter au meilleur prix, vous n'avez pas besoin d'acheter plus meilleur marché, mais la marge du grossiste, vous le donnez aux paysans, mais en même temps, vous dites aux paysans, bon, d'accord, mais tes œufs, ils vont être de meilleure qualité qu'avant. Okay, et on veut de l'hygiène, on veut respect, comment les animaux sont abattus, etc., etc. Donc beaucoup de choses faites dans ce domaine-là. Avant d'être en Suisse, j'étais aussi patron de Nestlé au Pakistan. Pakistan, situation encore très différente de la Chine. Nestlé, très très grande organisation là-bas, de nouveau spécialisée dans le lait. Une des choses qu'on voulait, c'est donc croître beaucoup le lait. Et en fait, en me promenant dans les villages, on a découvert quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, mais on n'avait pas observé avant, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui s'occupaient des vaches, plutôt des buffalones, comme vous voyez en bas, au milieu, c'était les femmes. Donc on faisait de la formation que pour les hommes, mais il se trouve que celles qui s'occupaient des animaux, c'était les femmes. Donc petit souci. Et on a travaillé avec les Nations Unies pour faire tout un programme de formation des femmes. On a aussi augmenté le nombre, vous voyez, de paysans de 100 000 à 150 000, etc., etc. Donc beaucoup de travail que j'ai vraiment poussé dans cette direction. Voilà, donc ça c'est pour la Chine et pour Nestlé. Maintenant, Mercy Ships. Je vais vous d'abord passer une petite vidéo de 4 minutes qui ne parle pas tellement de Madagascar parce qu'on n'a pas encore fini, mais qui est une vidéo qui résume ce que Mercy Ships a fait au Congo, où on était juste avant Madagascar, mais qui ont fait exactement la même chose à Madagascar. Je vais... Oups.
Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite présentation dans la présentation, mais je pensais que c'était intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le bateau et à Madagascar. C'est une présentation que j'ai faite en fait au Premier ministre il y a vendredi dernier, qui nous a visité sur le bateau, et je pensais que ça vous intéresserait de voir ce qu'on a fait à Madagascar. Donc le bateau est arrivé le 25 octobre de l'année dernière. On a commencé les opérations vers le 7 ou 8 novembre. Et depuis le 7 ou 8 novembre, nous avons déjà effectué 1070 opérations. Nous avons 6 types de spécialités. La plus, je dirais, impressionnante, c'est maxillofacial. Là, je vais vous montrer une autre petite vidéo. L'histoire de ce monsieur, c'est M. Sambani. Sa tumeur faisait 7,4 kilos. Okay. Et vous verrez son aspect actuel qui est pas loin d'un miracle, mais un miracle de la médecine. Asiku ya rambula na zandi boto na maru kora ura ga dauna ni kure ne miana ga kiu na dari ntaku na mugu dau ndia ungura ruyandu. Until the day I met him, he was out there. This tumor was growing. It was so hard for him, and I had no knowledge of him. And suddenly, our paths of our lives cross, and you become aware of this person who's been there all that time. My first reaction was, how are you still alive? How have you lived with this mass for so long? And it was obvious how weak he was and how exhausted he was. And then my second thought was, how can we help you? Please, can we help you? And it frustrates me that what could have been a very basic surgery became a very difficult surgery because he couldn't access the care that he needed. Well, sometimes people may not realize that they could die having this operation, and want to make sure that they realize that there's a significant chance that you will not survive this operation. Every day we're dependent on each other on the ship. And if we think hard about it, we recognize that how much we need each other on this ship. When you go to have your meal that night, somebody made that meal, and somebody ordered that container that got it shipped down, and someone way beyond the ship, all these people doing their part makes it possible to do these kind of things together. And that interdependency is very easy to see in days like Sambani's surgery. I got to be his nurse day shift the next day. In the morning, we took the tube out, and he woke up and was giving us thumbs up, telling us that he was okay. And then when he was awake enough, we showed him his face in the mirror. And I remember him taking his hand and reaching up to where the tumor used to be. And it's like his hand stopped right here, like he didn't know how to put it past where the tumor was. And then eventually he realized he could keep going in, and his face didn't have the tumor anymore. I think that every human being has the right to look human, to be treated as human, to have a place at the table of the human race.
And when you have been deprived that seat and it's offered to you again, you know, Sembani, have a seat. Have a seat at the table. You know, you don't scare people anymore. You look like everybody else. We recognize that maybe all this time you were human, but we didn't treat you that way, perhaps. For him to be able to re-enter the human race and to look like everyone else, that's a fantastic thing. Trois choses peut-être. D'abord, concernant le docteur que vous avez vu, Dr. Gary Parker, qui est en gros le chef des chirurgiens, il est sur le bateau depuis 28 ans. Okay, il travaille sur le bateau bénévolement depuis 28 ans. Il est bien sûr aidé par des amis et des églises en Amérique. Moi, je l'appelle Père Teresa. Chez beaucoup de nos églises, on n'a pas de saints, mais si on avait des saints, il serait le premier sur ma liste. Deux choses qui aussi m'intéressent toujours dans cette vidéo, concernant ce patient, Sembani, c'est que j'étais dans l'hôpital quand le docteur Parker lui a parlé avant l'opération. J'étais là. En fait, il a dit, c'est pas tout à fait dit très très clairement, mais donc quand le docteur Parker lui a dit, on a dû lui faire signer des papiers en disant, il y a une chance pas faible que vous vous réveillez pas. C'est tellement difficile. Hein, l'opération a duré 14 heures. Il a perdu 6 litres de sang. Tellement, je crois qu'il y avait 5 ou 6 artères qu'ils ont dû, etc. Sa réponse, c'était, c'est pas grave, je suis déjà mort depuis longtemps. Donc c'était intéressant. Et ce qui toujours m'interpelle, c'est, si vous avez lu, donc il a été porté pendant plusieurs jours par 6 de ses amis sur une civière. Donc ça me rappelle aussi une histoire d'un malade, d'un paralytique dont ses amis ont descendu par un toit. C'était assez impressionnant. D'autres opérations, les fentes labiales, vous voyez ici, et palatines, hein, on parle souvent des fentes labiales, mais il y a le palais, c'est plus impressionnant d'avoir un bec de lièvre, mais en fait c'est beaucoup plus grave d'avoir un palais ouvert, parce que quand l'enfant mange, la nourriture littéralement ressort par le nez. Donc on a les grands brûlés, aussi beaucoup d'enfants qui sont tombés dans des feux et qui ont les membres qui sont restés collés et qui après en grandissant se contractent. On libère, ça c'est la chirurgie plastique. La chirurgie aussi pour les fistules, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. La chirurgie générale, aussi beaucoup. Chirurgie orthopédique, là aussi c'est des génies pour moi de la médecine qui vous prennent cette jambe et en une opération, ils coupent littéralement les os en différentes parties, ils font une sorte de, j'appelle ça le Lego avec un os, et puis quelques mois plus tard, avec beaucoup de rééducation, etc., le gosse a une jambe comme si de rien n'était. Les yeux, je crois qu'on a aussi Dr Rabineau, il faudrait que c'est intéressant peut-être dans les questions et réponses qu'il peut dire quelques mots de Vevey qui était sur le bateau. Aussi les dents, nous avons déjà fait, à l'extérieur du bateau, on a une grande clinique dentaire qu'on amène avec nous et on a constamment 4 à 6 dentistes. En moyenne, on arrache 3 à 4 dents par personne. Le record, c'est 16 dents. C'est assez impressionnant à voir. J'ose pas imaginer la douleur que ces gens expérimentent. Ce qu'on appelle le Hope Center, c'est qu'on a complètement rénové toute une aile d'un hôpital où les patients, avant qu'ils aillent dans le bateau ou quand ils ont fini leur période hospitalière, mais ont besoin de rééducation, on les accueille dans ce grand centre. Ce n'est pas 1 milliard de francs comme c'était pour le Premier ministre, c'est 1 milliard d'ariars qui fait environ 300 000 francs suisses. La formation. C'est une chose d'opérer plusieurs milliers de gens, mais bon, sur un pays de 23 millions, ça reste quand même un petit impact. L'importance de la formation. Nous faisons beaucoup de formations pour l'instant, plus de 800, ça c'est seulement en quelques mois, docteurs et infirmières formés, et formés, et je dirais, à la Suisse, c'est peut-être un peu arrogant parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas suisses, mais je veux dire une formation aussi pratique
pas seulement théorique avec différents simulateurs, des outils, mais aussi de la formation en salle d'opération. La sélection des patients, ça vous voyez, c'était à Tamatave, donc à Madagascar, les gens qui ont fait la queue pour être choisis pour une opération. Nous sommes allés aussi dans plein de villes, dans tout le pays, pas seulement dans la ville du port où le bateau est. Nous avons aussi fait le sponsoring de transport, c'est-à-dire que, vous avez entendu, ça c'est un de mes soucis, c'est que des patients qui n'ont pas d'argent pour voyager doivent même vendre des choses qui leur sont chères pour venir jusqu'à Tamatave. Donc on a fait toute une grande campagne pour trouver des sponsors localement, parce que je crois que oui, tout est gratuit sur le bateau, toutes les opérations, tous les médicaments, toute l'hospitalisation, toute la nourriture, tout est gratuit. Mais je crois que c'est important que tout pays a sa fierté. Il ne faut pas croire qu'un pays qui est pauvre n'a pas sa fierté. Il y a une chose que j'ai vue dans tous mes voyages à travers le monde, il y a deux choses communes à tous les pays, à toute l'humanité, c'est le nationalisme, bon et moins bon, ou du moins la fierté nationale, et la fierté d'appartenir à un pays, à une tribu ou à un groupe. Donc c'est pour ça qu'on a aussi demandé aux gens de sponsoriser le transport des patients. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc le bateau va partir en Afrique du Sud le 10 juin, il revient en août, mais il va rester jusqu'en juin l'année prochaine. Donc en gros, qu'est-ce qu'on veut faire durant toute cette période à Madagascar? On va faire près de 4000 opérations, 36 000 personnes dans les soins dentaires. Et une des spécialités de Madagascar, on était très surpris, parce que ce n'est pas tout à fait aussi grave en Afrique du moins centrale et de l'Ouest, c'est les fistules. Donc on a des problèmes de fistules, beaucoup de femmes connaîtront, enfin ça de quoi je parle, c'est des femmes qui sont devenues incontinentes, complètement incontinentes, suite à soit une grossesse de jeunes filles, 12, 13, 14 ans, dont le corps n'est absolument pas prêt à avoir une grossesse, le fœtus ne peut pas sortir, le fœtus meurt dans le ventre, et la nature l'expulse, mais en l'expulsant, déchire complètement la vessie. Soit des femmes qui sont dans la brousse, la majorité de la population n'a aucun accès à aucun type de soins. Le bébé se présente mal, elle aura besoin d'une césarienne. Il n'y a pas de césarienne. Là aussi, le fœtus meurt malheureusement et déchire complètement l'intérieur de la femme. Donc on va faire, juste pour vous donner une idée, il y a 50 000 femmes en attente d'opération. C'est des femmes qui sont complètement mises de côté, qui sont méprisées, la famille les a quittées, elles vivent dans la forêt. C'est des histoires, vous verrez, je vous montrerai une vidéo, c'est très 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 touchant. Et il y a donc 50 000 personnes en attente d'opération, il y a 2000 nouveaux cas par an, et dans tout le pays, il s'y fait actuellement 200 opérations par an. Donc faites le calcul. Là, on en a opéré une centaine, on va en opérer encore 500, mais plus important, on s'est mis d'accord avec une ONG anglaise qu'on connaît très bien pour créer la première clinique spécialisée pour les fistules. Donc il y aura une équipe d'expatriés, de chirurgiens gynéco et d'infirmières européens, mais qui seront avec des malgaches pour les former et faire 500 à 600, voire plus opérations chaque année. Et pour ceci, j'aimerais vous présenter là aussi une petite vidéo qui explique le cas. Alors ça, c'était au Congo, le cas d'une femme qui a vécu ceci. With this process of obstructed labor, this lady will be suffering for some days, 2-3 days. She is there with pain, she is suffering, she delivers finally, her baby is dead, her bladder is broken completely and she is leaking urine all the time. And then, when she goes back home, her husband will just abandon her. She will go back to her parents and possibly they will abandon her. You have been somebody today, but tomorrow you are nobody. You were a mother, you were a wife, but tomorrow nobody knows you.
Madlarema depuis 93. Mais buna bunjiri masuba unita kuendela munjira dongo nsunga ulena wasawe support. Kabagala lebo ka kunkalaga ngubungura masuba mave me comme monati mwana ka futura bauka ko fallait ka kumbika fallait ka bonga do yandika monati mbwana ka leur ntamu yokisa kwa ikafutukwela nketu wanje wakaka. Mais ceci fait au bana souci na biari bon futu mona mena muini ti bon bagala ribu mbakiri rio dikaboni yandi tu batu yiri kaziku ngati tu sala sana me buka kunkariri donc ndika mona ti zingu tamino kachishira cha chiboteko. I used to compare a family with a house, where the husband is the roof and the woman is the house. So if the woman is destroyed, this house doesn't exist. And if you donate to treat this woman, you are rebuilding a house. Kala buna wigiri kata sikila ika yuma kata futu bola ko bon ni tu boti mbo futu kala mpe buna wigiri à fur et à mesure. I think it is possible to have this, to have all our mothers, our wives, our sisters with access to health care. Une autre comment dire, pathologie qui est assez courante à Madagascar, c'est les pieds beaux. Et là aussi, on va laisser derrière nous une clinique qui va s'occuper des pieds beaux. Pardonnez tous les médecins parmi nous, pardonnez-moi, je ne suis certainement ni médecin ni même dans le domaine médical, mais en gros, si vous avez tout enfant qui, en dessous de 2 ans, a des pieds beaux, grâce à une méthode qui s'appelle Ponseti, avec un système de plâtre qu'on change tous les mois, basically, en gros, après 6 mois, les pieds sont tout à fait normaux. Mais personne, dans toute l'île de Madagascar, ne sait faire ceci. Donc on va aussi, là aussi, établir une clinique qui sera là, même après que le bateau soit loin, pour former des gens, pour corriger les pieds. Nous, ça, c'est dans l'hôpital dit universitaire de Tamatave, c'est la salle d'opération. Donc un peu différence du CHUV, mais c'est la salle d'opération classique, donc où les gens sont opérés au jour d'aujourd'hui. À propos, pour les médecins, aucun aspirateur pour le sang, etc. Donc vous allez avec une opération, je l'ai vu littéralement, là, les sols sont absolument couverts de sang. Donc nous allons rénover les 4 salles d'opération de cet hôpital. Ça, c'est aussi une partie de l'hôpital qui est l'endroit où les appareils biomédicaux sont réparés. Nous allons complètement refaire, mettre ça à neuf, mettre aussi des outils, mais surtout former. Parce que je dis toujours, la dernière fois que j'ai vérifié au CHUV, quand le scanner tombe en panne, ce n'est pas le chirurgien qui va le réparer. Okay? Il a des mécaniciens qui le font, des techniciens qui le font. C'est la même chose là-bas. C'est une chose de leur donner des instruments, mais si on ne les forme pas à les réparer, à les entretenir, ce n'est pas très utile. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça, le bâtiment derrière, c'est l'école de médecine. Donc là aussi, on a commencé les travaux il y a 1 semaine. Tout ceci sera fini d'ici quelques mois. Je vais passer un peu vite. Beaucoup de formations que l'on va faire. Sélection, nous allons aller dans toute l'île pour aller choisir et identifier les malades dans ces 13 villes où nous aurons des médecins, comme vous avez vu, et des infirmières et des gens par centaines qui font la queue.
Nous allons les amener ensuite à Tamatave. Ça s'appelle Thomasina, vous voyez, c'est au nord-est de l'île, pour y être opérés. Maintenant, pourquoi ai-je décidé de partir, hein? C'est la première question souvent de journalistes, mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi tout d'un coup vous avez décidé de partir? Alors la première chose, c'est que ce n'est pas tout d'un coup. De nouveau, j'ai essayé un petit peu d'expliquer qui j'étais avant, et c'est intéressant, quand j'ai donné ma décision, ma démission ici, en bas, je regarde, je dis en souriant, en regardant Claude Ruet, entre autres, ancien président de l'EPER, certaines personnes du conseil d'administration m'ont dit « Ah oui, c'est un peu similaire à ce que tu faisais à l'EPER ». Donc il y a une certaine historique dans mon attitude. Mais je dirais la première chose, j'utilise souvent l'image d'une boussole. Hein, j'avais ma boussole personnelle, ma boussole intérieure, qui n'était pas complètement biaisée, mais qui, je sentais l'aiguille légèrement sortir du vrai nord. Et la famille, très clairement, commençait à payer un prix trop élevé, et la conclusion, c'est « ça n'en vaut pas la peine ». Mais aussi la volonté d'aider encore plus, et comme je l'ai montré, je crois qu'on peut être employé par une grande société ou plus petite société, ou faire quoi que ce soit dans la société, on peut aider son voisin, mais j'avais envie de faire un pas supplémentaire, d'aller encore beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Puis très franchement aussi, j'avais aussi besoin d'une pause, un petit peu de voir autre chose. Un point qui était important pour nous, on a 4 petites filles, vous avez vu les photos. Personnellement et mon épouse, on a vécu donc dans un milieu, je dirais, de classe moyenne, en Suisse, avec l'école publique, enfin comme la majorité des Suisses. Mais nos enfants ont toujours vécu dans des écoles privées, vous êtes expatriés en Asie, vous avez chauffeur, personnel à la maison, bonne, etc. Et avec ma femme, on a réalisé que en fait, nos enfants n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une vie normale. Et qu'au lieu de toujours recevoir, c'est important d'expérimenter un petit peu, de donner et de voir sur place. Je vous avoue qu'au début, ce n'est pas toujours facile pour des enfants de voir des gens quand même quasiment déformés. Mais je crois que c'était important. Et là, pratiquement tous les samedis, on passe le samedi dans l'hôpital avec les patients. C'était aussi un retour aux sources, comme je l'ai mentionné, à l'Afrique que j'aime tant. Et puis aussi, bon, 23 ans pour la même société, je pense que c'est une bonne moyenne. On peut aussi changer, c'est pas un péché. Diriger un grand navire hôpital, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein, de tous les jours? La première chose à dire, c'est que l'Africa Mercy, donc le nom du bateau, c'est beaucoup plus qu'un hôpital flottant, c'est une ville flottante. Hein. On a des restaurants, on y sert 1800 repas par jour. On a là, vous pouvez peut-être voir le logo, un Starbucks, mais oui, un Starbucks flottant. Donc pas encore de boutique Nespresso, mais en tout cas Starbucks pour l'instant. Et on a notre propre banque, notre propre poste, etc. C'est aussi 450 membres d'équipage, mais en fait 1600 personnes qui viennent par an. Donc la moyenne des gens, la moyenne du séjour, c'est de 3 mois. Et de 40 nationalités différentes qui vivent sur ce bateau. C'est aussi tous des bénévoles, donc personne, du chef chirurgien, ou du capitaine, au directeur général, au cuisinier, personne n'est payé. Non seulement personne n'est payé, mais vous devez payer pour avoir le privilège de travailler sur le bateau. Un modèle économique intéressant que je ne recommande pas forcément à des gens qui sont dans le business, mais qui dans ce cas-là, je crois aussi encourage et permet aux gens de comprendre que quand vous donnez de l'argent, ça ne va pas payer le billet en première classe du patron qui va aller voir. Non, tout ça, c'est un compte complètement à côté et privé. Ces 5 salles d'opération ultra-modernes, tout à fait semblables à ce que vous pouvez voir dans nos hôpitaux universitaires. C'est 87 lits sur le bateau. Mais dans la grande clinique que je vous ai montrée en jaune, là on a 200 lits, on en aura 250 l'année prochaine. Mais c'est aussi diriger des crises. Hein. On est à Madagascar, mais on n'était pas censé être à Madagascar. Le bateau, j'ai d'abord joint quand le bateau était au Congo, puis on est remonté aux îles Canaries,
pour en gros 1 mois et demi de réparation, etc. Ensuite, on était censé partir pour la Guinée. Okay, on peut voir ici. On était censé voir pour la Guinée qui est... Ah, ça, j'arrive pas. Mais qui est donc en dessous du Sénégal. Et l'Ebola est arrivé. Donc on a changé les plans pour aller au Bénin, qui est à côté du Nigeria. Mais l'Ebola est arrivé au Nigeria. Donc on a changé les plans pour aller au Congo. Mais l'Ebola est allé aussi au Congo, Kinshasa. Donc finalement, on a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Le seul pays d'Afrique qui probablement sera jamais atteint, ou très très peu probable, est Madagascar. Donc il nous a fallu 1 mois de navigation en haute mer, avec toutes sortes d'aventures et de haut et de bas dans des petites, moins petites tempêtes, pour arriver après 1 mois à Madagascar. C'est aussi travailler avec le gouvernement. Ça, c'était le protocole qu'on signe avec tous les pays. Donc, discuter, négocier, travailler avec les gouvernements. Dans ce cas-là, toute personne qui ne croit pas au miracle, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, j'y crois. Et ça, c'en est un exemple, un vrai miracle. C'est qu'on était censé aller donc, dans des pays où on a ce protocole-là. Hein, il nous faut ce protocole. Ce protocole-là, dans les 30 dernières années, il nous a fallu entre 8 et 16 mois pour qu'un pays le signe. Donc, on est censé aller dans des pays que j'ai mentionnés, les 3 pays où on a un protocole. Les 3 pays sont soit atteints pour l'Ebola, soit l'Ebola est juste à côté, c'est beaucoup trop dangereux d'y aller. Donc, on était bloqués. C'est un bloqué avec un bateau extraordinaire, 450 personnes à bord, $1,5 million de frais par mois. Donc, un peu stressant comme situation. Et tout d'un coup, quelqu'un au conseil d'administration propose Madagascar. Il se trouve que ma femme est malgache, et il se trouve que le Premier ministre, qui, à l'époque, il y a 1 an, était aussi quelqu'un qui a un passeport suisse, se trouve être le cousin de ma femme. C'est quand même, la probabilité est quand même assez faible. Ensuite, je l'appelle, et donc, comme je l'ai dit, il nous faut entre 6 et 18 mois. Ce protocole-là, je lui envoie par email. 3 jours plus tard, il me le renvoie signé. Okay, donc on est passé de 6 mois à 3 jours, avec la probabilité assez faible qu'on connaisse quelqu'un là-bas. Donc vraiment extraordinaire. Mais c'est aussi lapsus révélateur, travailler avec le siège. Donc travailler le siège de Mothership qui est en Amérique. C'est gérer l'équipage. 450 personnes de 40 pays différents, d'horizons complètement différents. C'est des fois très complexe. Mais c'est aussi, et je pense que là vous commencez à voir les parallèles avec ce que je vous ai présenté sur Nestlé, développer de nouveaux modèles. Par exemple, les dernières 30 années, on a toujours été en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, où on est allé, ce sont des petits pays. Ce sont des pays qui ont entre 4 et 8 millions d'habitants. Et c'est des pays, quand on arrive dans le port a plusieurs millions d'habitants, entre 2 et 4 millions d'habitants. Et en gros, en un jour, on fait aussi une grande journée et on choisit 2 à 3 000 personnes qu'on va opérer durant toute l'année. Donc on a eu 1 ou 2 jours, parce qu'il y a tellement de patients, tellement de malades là où on arrive, je ne dirais pas le carnet de commandes, mais disons les planifications des opérations déjà faites. Madagascar, on n'a aucune expérience de ça. C'est un pays, c'est plus grand que la France. Okay, on arrive au port, le port a 200 000 habitants. Les routes sont quasiment inexistantes. Donc c'est comment immédiatement réfléchir, comment on va faire. Donc on peut pas, les patients ne vont pas venir vers nous, mais on doit aller vers le patient. Donc complètement réinventer le modèle, aller vers les gens, développer un plan de communication, développer un plan de transport, développer un plan de financement, développer des équipes qui vont dans toutes ces villes pour ensuite identifier et sélectionner les patients et les amener. Beaucoup aussi de médias sociaux. Là, par exemple, c'est une opération qu'on fait souvent, c'est un patient malade qui n'a plus de nez. Des gens qui n'ont pas de nez, ou c'est un coma ou un accident, ils n'ont plus de nez, ils ont littéralement un trou à la place du nez. Maintenant, les médecins, pardonnez-moi pour ma vulgarisation très simple de cette procédure médicale, je ne savais pas non plus, on a, paraît-il, un muscle sur le crâne, donc il détache ce muscle, qu'il ne coupe pas,
mais qui pivote, okay, comme c'est marqué sur le dessin, qui pivote sur le devant du visage, et après quelques semaines, les tissus ont pris, ils coupent, ils remettent le muscle derrière, et après 2-3 opérations, vous avez un nez, un vrai nez qui vient de votre propre muscle, etc. Et on a dû faire ça sur les médias sociaux parce que la rumeur, c'était qu'on fait des trafics d'organes. La grande rumeur, on peut en sourire, mais c'est quelque chose malheureusement qui existe véritablement à Madagascar. Donc on a dû communiquer par Facebook, par exemple, là, pour dire voilà, hein, on ne coupe pas le nez de quelqu'un pour le mettre chez quelqu'un d'autre. On ne va pas dans les cimetières pour déterrer les cadavres. C'est ce que certaines rumeurs disaient. Donc il fallait expliquer. Okay. Maintenant, dans mon cas, quelles sont les leçons que j'ai apprises? Primo, c'est qu'en fait, et j'ai essayé de le montrer, entre diriger une société, que ce soit multinationale ou une PME, et une ONG, il y a beaucoup de points communs. Hein. Diriger et gérer sont très semblables quelque part. Il s'agit d'êtres humains qu'il faut gérer, qu'il faut motiver, qu'il faut consoler, qu'il faut des fois pousser. Okay. Il s'agit de gérer des crises qui arrivent de façon inattendue. Il s'agit de planifier. Il s'agit d'optimiser les salles d'opération, la production, si vous voulez. Il s'agit de trouver de l'argent pour financer tout ça. Donc, beaucoup de points communs. Nestlé, pour moi, fut une très bonne école. C'est vrai que je réfléchis après coup. Tout ce que j'ai appris m'a été très utile. Et pour moi, personnellement, et ça, j'en parlerai un petit peu plus après, j'espère que certains d'entre vous, éventuellement, pourront faire la même chose. Mercy Ships a été vraiment la meilleure formation dont je pouvais rêver. C'est toujours une organisation très complexe. C'est un domaine médical, mais pas seulement. Hein, beaucoup de logistique, de ressources humaines, de relations avec le gouvernement, etc. Communication, communication, communication. Quand vous avez une équipe de gens que vous ne pouvez pas motiver par l'argent, ils ne sont pas payés. Vous ne pouvez pas les motiver par une promesse de promotion parce qu'ils ne restent pas. Et puis les menaces, avec des volontaires, ce n'est pas très utile d'habitude. Okay. Donc il vous reste quoi? Il vous reste l'écoute et la conviction. Okay. Donc écoutez, écoutez, écoutez et communiquez. Et la patience aussi, c'est vrai. Maintenant, quelles sont les différences, en gros, entre les deux modèles? La première, c'est que je vais dire, dans le cas de Mercy Ship, toute l'organisation est hyper concentrée sur la mission qui est guérir autant de patients que possible et former autant de personnel médical que possible. Rien d'autre. C'est ça qui est vraiment la priorité. Mais ce qui est aussi différent, c'est la motivation. Hein? Personne n'est payé, les gens doivent payer pour travailler. Ils veulent faire du bien, ils veulent vraiment aider les gens. Et je crois très important la philosophie. Les gens, la majorité, pas tout le monde, mais la majorité des gens ont une forte foi, des valeurs chrétiennes et qui le mettent là en pratique. Maintenant, le profil des gens, j'appelle ça la légion étrangère à ne pas, ça peut être mal compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, vous avez vu le docteur Garis, mais ce n'est pas le seul, que j'appelle un peu des héros, des saints, entre guillemets. C'est des gens qui ont des potentiels énormes en dehors de ce bateau, mais qui volontairement se sacrifient pour travailler aussi. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu des blessés de la vie, des gens qui viennent de passer à travers une période très difficile dans leur vie et qui trouvent une sorte de refuge un petit peu et qui en même temps, aidant les gens, quelque part se guérissent aussi eux-mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Hein. La vie en communauté, il ne faut pas non plus rêver, idéaliser. Imaginez-vous passer 24 heures sur 24, 365 jours de l'année avec vos collègues de travail. Okay. Donc, ce qui est le miracle, c'est que justement, quand vous imaginez ça, généralement, ça ne se passe pas très bien. Et bien, sur le bateau, ça se passe bien. Mais ceci dit, il y a quand même, on est quand même des êtres humains. Pardon. Maintenant, c'est vrai que Mercy Ship est une organisation chrétienne. On fait une distinction, ce n'est pas une organisation missionnaire, c'est un bateau hôpital. Ceci dit, on a des valeurs chrétiennes et on ne s'en cache pas.
le résumé un petit peu de la devise, c'est nous voulons représenter, quel est le modèle? C'est l'incarnation du modèle de Jésus vieux de 2000 ans. Et souvent, moi je dis, c'est quoi ma définition très personnelle d'être un chrétien? Pour moi, être un chrétien, c'est aider son prochain avec amour. Et à propos, on n'est pas obligé d'aller en Afrique pour le faire. Mais aider son prochain avec amour, et quelqu'un m'a dit récemment, la différence entre aider et aimer, c'est qu'une lettre. Mais aussi, on ne profite pas de la misère des gens. Donc, c'est pas, on va aussi dans des pays, bien sûr, musulmans, et la question, c'est pas Charlemagne et les Saxons, convertissez-vous, et puis on va commencer à vous occuper de vous. C'est évidemment pas le cas, mais vraiment pas le cas du tout. Toutes les confessions sont bienvenues. On a des gens de toutes les confessions différentes, que ce soit du pentecôtiste au réformé, du catholique au méthodiste ou je ne sais quoi. Simplement, c'est vrai que nous avons une confession de foi très évangélique ou très, je dirais, église confessante ou orthodoxe, comme dirait mon frère. Et un mot que j'aime beaucoup de John Stott, un fameux pasteur et théologien anglais, qui disait « Si seulement les chrétiens vivaient en chrétiens, hein, le monde serait peut-être un peu différent. » J'arrive à la fin. Mes recommandations personnelles, maintenant vous le prenez comme vous voulez, mais je trouvais intéressant peut-être de dire certaines de mes pensées, de mes recommandations. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, si je demande aux gens, pouvez-vous me définir en une phrase le sens de votre vie? Définissez le sens de votre vie en une phrase. Okay? Et j'ai été à l'IMD il y a une quinzaine d'années pour faire un cours de plusieurs semaines, et je trouvais très intéressant, ils nous avaient donné une demi-journée pour dire « définissez le sens de votre vie ». Okay? Bon, dans mon cas, je vous dis franchement, c'est une phrase, j'essaie de le traduire en français, c'était « je veux diriger une grande compagnie de façon éthique tout en utilisant la plupart de mes revenus en aidant autrui ». Donc ça peut être quelque chose de complètement différent, ça peut être quelqu'un qui dit « je veux gagner autant d'argent possible », je ne sais pas, je ne juge pas, mais je trouve intéressant le fait de réfléchir à quel est le sens de sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, on peut tous être d'accord, très peu de gens l'ont vraiment trouvé. Un conseil que j'ai, essayez de planifier une telle expérience. Prenez quelques heures, prenez une journée pour arriver à trouver ceci. Mais aussi, planifier une expérience comme ça. Je dirais, il y a deux écoles de pensée. Une, c'est de dire... pardon, non, j'en parlerai après. Il y a deux façons. C'est de prendre un congé sabbatique ou un break de plusieurs mois. Mais je crois que c'est important de le planifier, hein, et de le faire dans un temps limité. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche dans nos dirigeants? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que la société en général veut de ces cadres supérieurs, de ces dirigeants? On veut que nos dirigeants, nos chefs soient adaptables, qu'ils s'adaptent à l'environnement, qu'ils puissent gérer les crises, qu'ils savent écouter, qu'ils sachent écouter, avoir de la patience, qu'ils puissent mais aussi prendre des décisions quand le temps est pressé, et beaucoup à apprendre d'une telle expérience. Donc, je ne dirais pas, n'allez pas dans une école de commerce, je ne veux pas enlever du business à ces gens, mais je crois qu'on peut apprendre de la vie et sur soi-même beaucoup plus en ayant une telle expérience, que ce soit avec Monsieur Chip ou avec une autre organisation. Ça, c'est le point que je voulais dire avant. Les gens peuvent le faire de façon différente. Il y a des gens, et de nouveau, je ne juge pas, qui, peut-être à la cinquantaine ou quarantaine, je ne sais, veulent changer complètement de vie et de profession. Ça, c'est une solution. Une autre solution que je crois serait beaucoup plus commune et que j'encourage, c'est en fait le besoin de faire une pause. Alors bien sûr, il faut se le permettre, il faut être au bon moment, les enfants à beau ben âge, etc. Mais en fait, l'idée de partir, peut-être moins partir pour faire le tour du monde et apprendre à faire du surf ou je ne sais quoi, mais à partir pour donner, partir pour recharger les batteries et revenir d'autant plus fort après cette expérience. En conclusion, pour moi, et de nouveau c'est très personnel, le patron chrétien gère le comment, hein, pas seulement le quoi, mais je crois le comment est tout aussi, voire plus important. Une chose qu'on oublie souvent, c'est que, surtout dans le 19e siècle, mais aussi au début du 20e siècle, beaucoup de patrons chrétiens
était à l'origine de beaucoup d'innovations sociales. Et quand je parle d'innovation sociale, je ne parle pas des 35 heures, bien sûr. Je parle du travail des enfants. Hein. Je parle des syndicats dans certains pays, l'établissement des caisses d'épargne, l'abolition de l'esclavage, encore au début du 19e, surtout en Angleterre, etc., etc. L'importance de traiter les gens avec respect. Oui, le profit, il n'y a pas de mal au profit, mais comment et à quel niveau, hein? Influencer son environnement, que ce soit aussi dans la politique, ça peut être dans n'importe quel parti, mais je crois influencer, c'est la société en général, et toujours penser aux facteurs humains. Je vais clore par une toute petite vidéo de Mercy Shipp qui dit « Aimer, aimer c'est quoi ?» Love is urging my end. Love is cooking my food. Love is playing Jenga. Love is keeping and working. Love is speaking my language. Love is changing my dancing. Sang it will be okay. Thank you when I pitch. Making it my own. Sell it to me. Changing my life for centuries. Love is secret. Love is Voilà, merci.